Bonjour ou bonsoir et bienvenue à Éteins ton ordi, le podcast sur la culture populaire, la science et les coups de gueule. Aujourd'hui, on va parler d'échecs. Alors, pas échec le contraire de victoire, mais échec le jeu d'échecs. Et pas l'échec non plus parce que je suis pas payé. Les échecs. Les échecs, voilà. Alors, pour cette émission, nous allons demander à un de nos chroniqueurs habituels, Duracell, qui est aussi un champion d'échecs. Non, joueur modeste plus. Joueur modeste plus. En tout cas, moi, les plus, quand j'ai joué, ils étaient gros et ils étaient massifs. On appelle le massif central. Donc, pour cette émission, j'ai Soros, qui, si vous avez vu l'émission si vous avez écouté l'émission sur les dinosaures, vous reconnaîtrez. Une session marathon, que dis-je, mégathérium. Que vous reconnaîtrez si vous avez écouté le podcast sur les dinosaures. Kira. Salut. Qu'on entendra plus que d'habitude. Je vais essayer. Et pour vous servir, Octorius, moi-même, qui présentera cette émission. Alors, comment ? Ouais. Merci. On mettra des applaudissements préenregistrés. Avec écho de cathédrale. Et donc... pour cette émission, en fait, on va te poser des questions, toi Duracell. Donc, tout d'abord, on va poser des questions de novices. Hein. Donc, déjà, c'est quoi le jeu d'échecs ? C'est un jeu qui oppose une armée symbolique blanche à une armée symbolique noire sur un plateau de 8x8 inutilement bicolore. Enfin, c'est pour des raisons de vision qu'on l'a coloré de deux couleurs différentes. Et le but est de pouvoir mettre échec et mat, la pièce la plus importante adverse, pas celle qui se déplace le mieux, mais la plus importante, le roi. C'est-à-dire de le menacer, de le capturer, et que ni lui, ni le reste de son armée ne puissent rien faire. D'accord. Alors, moi, Soros, j'ai une question pour toi. Yep. D'où viennent les échecs ? De quel pays sont-ils originaires ? Inde. Ça s'appelait Chaturanga. D'abord, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, ça se jouait à 4. D'accord. Donc, il y avait deux qui avaient un camp. Enfin, non, chaque joueur avait son camp, et puis c'était réparti sur les 4 coins. Il y avait 8 pièces pour chacun. Et les déplacements de pièces étaient tirés au dé. Au dé à 6 faces ? Oui. D'accord. Donc par exemple, je sais pas moi, 1, 2 pions, 3 cavaliers, 4 fous, 5, enfin non, 1 pion, 2 cavaliers, 3 fous, 4 tours, 5 dames, 6 rois, par exemple, je sais pas. Et puis, faut aussi se dire que ça ne s'appelait pas exactement comme ça et que ça n'avait pas les mêmes déplacements, les pièces. D'accord, donc comment ça a évolué ? C'est la version occidentale qui est différente ou c'est le jeu lui-même qui a évolué ? C'est le jeu qui a évolué. D'abord, on s'était dit qu'un seul conducteur devait avoir les pièces d'un côté et de l'autre de l'échiquier, et puis le deuxième joueur était à côté, ou bien je crois en face, je sais plus. On vérifiera. De toute façon, là c'est une FAQ, il y a 0 prep. Là, c'est à bâton rompu. Vous entendez presque le feu crépiter dans la cheminée et le whisky qui va avec. Donc, ensuite, ça a été regroupé. Les armées ont été regroupées d'un seul côté d'échiquier et de l'autre. Et ce n'est plus devenu un jeu de hasard et de stratégie, mais un jeu de stratégie à part entière, à information complète. C'est-à-dire qu'on voit parfaitement où sont les pièces adverses. Il n'y en a pas une qui sort du brouillard de guerre. Coucou, je te prends la dame. D'accord. Et t'as dit que les déplacements avaient évolué ? Oui. Alors, la tour de cavalier avait le même déplacement. Les fous étaient limités à 2 cases en diagonale, je crois.
La dame pouvait se déplacer de toutes les directions de 2 cases, je crois, et le roi de toutes les directions d'une case. Ensuite, le fou et la dame, qui ne s'appelait absolument pas comme ça. Enfin, il y a très peu de pièces qui s'appelaient comme ça au début, hein. Sauf la tour qui était un engin de siège, et puis le cavalier ou le cheval. Donc, voilà. Ceux-là, ils se déplacent à peu près de la même manière. Enfin, ils se déplaçaient de la même manière, le roi aussi. D'accord, donc avant la tour, c'était... C'est un engin de guerre. La tour, c'est l'engin de guerre. Ouais, parce que quand on voit le dessin, on a l'impression que c'est plutôt un truc défensif. Alors que c'est pas... Du tout. Voilà. C'est une tour de siège, Une voilà, tour de une tour siège. mobile. Exactement. Comme l'Arsénopolis est grec. Donc, le fou, avant, c'était, en tout cas en arabe, fil. D'accord. Parce que fou, ça n'a rien à voir avec la folie. Non, fil, c'était l'éléphant, D'accord. qui est aussi un autre animal de guerre, Oui. indien. Oui. Accessoirement, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait fait des ravages près de Rome avec ses éléphants, mais bon, ça c'est pas Un le certain sujet. Hannibal. Oui. Hannibal avec ses animaux. Un Hannibal des animaux. Alexandre le Grand les a également affrontés. Hein ? Alexandre le Grand les a également affrontés. Oui, exactement. Donc, voilà. Et ensuite, fil est devenu alfil. En espagnol, par exemple, ne peut pas oublier que le jeu d'échecs s'est transporté d'Inde dans les pays arabes, puis ensuite en Espagne et en Italie. Donc fil est devenu alfil, et les Français ont transformé ça de fil en folle. Folle. Folle, le fou. Mais comment on est passé de folle à fou alors ? C'est fou, tu sais, tu dis pas un beau homme, mais un bel homme. Mais tu dis pas un fou homme, mais un fol homme ou un homme fou. D'accord. Donc FOL, ça existe aussi, et puis de folle à fou, voilà. On a aussi le même glissement sémantique pour la dame. Oui. Parce que avant, en tout cas dans les pays arabes, c'était le vizir. Ah, mais oui, voilà. Et vizir est devenu vizir ou fierge, et fierge est devenu vierge, et donc dame. ou reine. D'accord. À savoir aussi que pour le fou, donc notre animal, en Angleterre, ça s'appelle bishop, l'évêque, et en allemand, Läufer, le coureur. D'accord. Quant au pion, en anglais, non, mais en allemand, ça s'appelle Bauer. Et puis en turc, dans les pays arabes, Piyade, le paysan, le fantassin, le paysan. D'accord. En anglais, la dame, c'était la queen. Queen, la reine, Ah, la reine. et non pas the lady. Oui, parce que techniquement, la traduction littérale, ce serait la... Because the lady is a tramp. Et à peu près, c'est un jeu qui date de quelle année Je sais plus. Faudrait regarder sur le net ou sur un ouvrage qui a difficilement été égalé depuis History of Chess de Murray, qui est un... Il faut presque avoir son port d'armes pour l'acheter, parce que il est assez épais, digne d'un dictionnaire, avec beaucoup de représentations de pièces, de formes de pièces, et l'évolution, l'histoire du jeu d'échecs. Alors, il y a aussi la légende, enfin, le jeu d'échecs apparemment remonte au moins jusqu'à 3000 avant Jésus-Christ. C'est possible. Maintenant, une autre question. J'en ai une. Wow. Parce que, bon, c'est pas les échecs qu'on connaît, mais bon, c'est un autre type d'échec. Est-ce que vous avez déjà joué aux échecs japonais ? Alors, est-ce que ce sont vraiment des échecs si différents que ça ? Alors, je sais pas ce que c'est les échecs japonais, j'ai joué. C'est très spécial, mais c'est très très bien aussi. Quand vous prenez une pièce, vous pouvez en fait la garder à côté de vous et la parachuter au lieu de votre coup n'importe quand. Ce qui fait que, par exemple, si vous prenez l'équivalent d'un fou, non seulement l'adversaire a un fou de moins, mais vous aurez un fou de plus. Donc la différence sera de 2 fous. D'accord, donc les parties d'échecs japonais durent moins longtemps.
Oui, je crois. Je crois. Il y a aussi des échecs chinois, le Xiangqi, avec par exemple, des règles spéciales. Par exemple, les empereurs ne peuvent pas se voir. On ne peut pas avoir une ligne directe sans pièces entre les deux empereurs. Les empereurs, c'est l'équivalent du roi. Exactement. Et puis, la tour est remplacée, je crois, par la bombarde, qui a l'action de sauter et d'atterrir et de prendre juste derrière la pièce qui lui sert de sauteur. D'accord. J'aurais aussi une question. Les pièces d'échecs sont toutes designées de la même manière. Oui et non. Oui, Il y a versions deux collector. principales formes de pièces. Tu as les pièces forme Régence, du nom du café de la Régence, qui était très hype à Paris pour jouer aux échecs jusqu'à la fin du 19e siècle, je crois, début 20e, qui était assez lisible, mais très 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 beau, tout ça. Et les formes Staunton, du nom du champion d'échecs Howard Staunton, champion pas champion du monde, mais très fort joueur de son époque, qui ressemble vraiment aux pièces les plus vues actuellement. À savoir que dans les pays de l'Est, ils ont la tendance de mettre un point blanc sur les fous noirs et un point noir sur les fous blancs pour qu'on ne les confonde pas avec les pions. D'accord. C'est vrai parce que leur design se ressemble un petit peu. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et puis, c'est assez facile de faire ça avec un tour, sauf, évidemment, le cavalier, qui est toujours assez difficile à faire. Maintenant, évidemment, les meilleures pièces pour les joueurs, c'est des cavaliers monoblocs, pas des cavaliers avec le socle et puis le truc qu'on a collé dessus, D'accord, donc c'est la que- tête. Donc cavalier monobloc, c'est quoi? C'est-à-dire que on a sculpté le cavalier d'un seul tenant. C'est pas deux pièces qui s'emboîtent avec un point de colle. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de coups spéciaux aux échecs Oui. par le rock ou Les trois règles les plus les quatre règles les plus chiantes aux échecs. Ça commence à devenir comme le sketch de l'Inquisition espagnole des Monty Python. Les quatre règles spéciales. Premièrement, le roi peut se mettre à l'abri. S'il n'a pas bougé pendant la partie, si la tour qui va lui rendre ce service n'a pas bougé pendant la partie, s'il n'est pas en échec. S'il n'est pas en échec, pas s'il n'a pas été en échec, s'il n'est pas en échec, s'il ne traverse pas une case contrôlée par une autre pièce, ou occupée, si les emplacements sont libres entre le roi et la tour, si la case de départ, la case intermédiaire et la case d'arrivée ne sont pas contrôlées ou occupées par une pièce, s'il n'a pas bougé, si la tour n'a pas bougé, il peut roquer. Donc il va aller de deux cases vers la tour, et la tour peut sauter pour atterrir de l'autre côté du monarque concerné. Cette règle est relativement récente, je pense 1800, etc. Avant, on pratiquait le rock à la calabraise, c'est-à-dire que le roi, une fois pendant la partie, pouvait se déplacer comme un cavalier. D'accord. Alors, qui fait les lois? Alors pour l'instant, c'est la FIDE, la Fédération internationale des échecs. D'accord, donc elle peut faire une nouvelle loi et tout le monde va devoir la suivre. Tous ceux qui jouent aux échecs de compétition doivent la suivre, exactement. D'accord. Deuxième règle, la prise en passant. Si vous êtes à côté, si un pion se trouve à côté d'un pion ennemi qui vient de se déplacer de deux cases, mais vraiment à côté, pas en face, pas en diagonale, à côté, il peut le prendre comme s'il n'avait avancé que d'une case, mais tout de suite, il peut. Ça, c'est la prise en passant. La promotion. Quand un pion arrive sur la dernière case, il peut se transformer en n'importe quelle autre pièce de sa couleur, sauf le roi. C'est-à-dire, si tu as envie de faire cavalier, tu fais cavalier. Tu fais tour, fou ou dame. Est-ce qu'on peut avoir deux dames? On peut avoir plus. J'ai vu des parties, ces records, 3 dames contre 3 dames. Inutile de te dire que c'était ingérable. Ouais, ça... Et toi, avec ton expérience de joueur émérite, quelle a été ta plus longue partie? Plus longue partie Je pense qu'elle a bien duré 5h30, 6h. Je l'ai joué il y a quelques semaines. On était épuisés les deux. Mais sans
Vous arrêtez pas en fait. Non. Avant, il y avait les ajournements. Il y a 20 ans, 25 ans, il y avait les ajournements. C'est-à-dire, après 40 coups, ok, le gars, il mettait le coup dans l'enveloppe, un coup qu'il ne montrait pas à son adversaire, il mettait un coup dans l'enveloppe, il scellait dans l'enveloppe, il l'a donné à l'arbitre. Les deux allaient peut-être dormir, sûrement analyser la partie, Ah, d'accord. et le lendemain matin, coucou, on reprend les gars. Il devait mettre ce coup qu'il avait joué. Il devait jouer ce coup, et puis on continuait de la position. Oui, Oui. Avec l'avènement des ordinateurs, cette pratique a complètement disparu parce que on peut toujours brancher un petit copain qui vaut bien ses 3400 Elo pour analyser. Moi, alors, voilà, un coup dont vous ne m'avez pas parlé, c'est le coup du berger. Ah, le coup du berger. Ah non, c'est pas ce que j'appelle un coup spécial, c'est une tactique primitive que je déconseille à tout le monde de faire parce que c'est très facilement parable. Mais c'est venu parce que la dame se déplace pas comme le vizir de l'époque, mais elle peut se balader sur toutes les cases horizontales et diagonales et verticales qui ne sont pas occupées. Et donc la dame peut d'ailleurs être utilisée très tôt pendant la partie. Mais comme c'est la pièce la plus chère, la perdre désavantage grandement le camp qui vient de se faire subir ce coup du sort. Donc si tu exposes ta dame, tu peux te la faire croquer. Après, je veux savoir c'est quoi la différence entre échec et mat. Échec, tu menaces de prendre le roi. Mais le gars, il peut avoir 3 options. Soit prendre la pièce attaquante, soit interposer une pièce entre la pièce attaquante et le roi, soit, comme Varenne, fuir avec le roi. D'accord. Et échec et mat, c'est quand il prend le roi. On ne prend pas le roi aux échecs. C'est quand on menace la prise du roi et que l'adversaire n'a aucun moyen des 3 que je viens de mentionner pour remédier à cela. D'accord. Le pat, c'est autre chose. Le quoi? Le pat. Alors c'est quoi le pat? Le pat, c'est quand toi ou ton adversaire, vous ne pouvez pas faire de coups légaux et que vous n'êtes pas en échec. Alors c'est quoi un coup illégal? C'est un coup, par exemple, tu mets ton roi sous échec et c'est interdit. Ou bien tu bouges une pièce comme c'est pas permis de le faire. Tu n'as pas le droit de mettre ton roi volontairement en échec par stratégie. Non. Par contre, l'autre a tout à fait le droit d'appeler l'arbitre en disant qu'il a fait un coup illégal. Mais comment on définit une erreur stratégique et un coup illégal? Une erreur stratégique, c'est un coup qui est permis par les règles, mais qui est mauvais. Oui, parce que on peut dire... Parce que moi, si je mets mon roi en échec, je peux dire que c'était une erreur, et en fait, c'était un piège. Non, ni l'un ni l'autre. C'est un coup qui n'existe pas, et j'appelle l'arbitre. D'accord. Le roi en échec, c'est livrer le roi, en quelque sorte. Oui, absolument. D'accord. Et comme on est sympa, on le prend pas. D'ailleurs, la prise est interdite. Ça peut être un facteur de perte de partie dans les parties blitz. D'accord. Alors, tu peux aussi nous expliquer ce que c'est que le blitz? Le blitz, c'est une discipline que je ne vous conseille absolument pas et qui fait florer sur Internet. C'est-à-dire, c'est des parties limitées à 5 minutes par joueur pour toute la partie. D'accord. J'ai vu ça dans un documentaire. Oui, il y en a même qui jouent à 1 minute contre 1 minute. Là, ça tourne à la folie furieuse, mais bon. Donc, les règles sont à peu près les mêmes, sauf que celui qui a fait un coup illégal perd immédiatement la partie. D'accord, d'accord. En parlant de temps, j'ai vu dans des parties d'échecs en tournoi qu'il y a une minuterie, un compteur. Absolument. Alors à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait? Avant, on raconte l'histoire de Paulsen qui, contre Morphy dans les années 1860, a mis 1h45 pour jouer un coup. Et les parties duraient facilement 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Il n'y avait pas de limite. Ensuite, on a introduit les sabliers, puis les pendules. D'accord. Depuis peu, elles sont devenues électroniques. Alors, on a un nombre de temps limité pour... Un nombre de temps limité pour un nombre de coups limité. Et ensuite, peut-être, il y a un ajout de temps
pour finir la partie ou pour une autre tranche. Alors, c'est un temps et un nombre de pièces déterminés ou c'est selon le type de partie, selon la négociation avec l'arbitre? Quand tu entres dans un tournoi, le temps est déterminé par l'organisateur du tournoi. Ah, c'est l'organisateur du tournoi qui... ça peut changer de tournoi en tournoi. Exactement. D'accord. Par exemple, hier, ma partie d'hier, c'était 2 heures pour 40 coups. D'accord. Et après les 40 coups, rajout de 1 heure sur le temps de la pendule pour finir la partie. C'est cause. Ça veut dire que techniquement, si moi j'ai joué mes 40 coups et que toi tu as pas encore joué les tiens, et que j'ai plus de temps, là j'ai perdu. Même si tu es en avantage. Oui, sauf si toi tu n'as aucun moyen de me mater. Supposons, t'as le roi en string alors que j'ai toute l'armée. Oui, voilà. Mais je tombe, ben toi tu peux pas me mater. D'accord. Donc c'est nul. D'accord. Moi j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de joueurs d'échecs célèbres? Joueur d'échecs célèbre. Bon, le plus emblématique dans la génération contemporaine, ça fait très vieux, c'est Kasparov. Kasparov, tactiquement, c'est un monstre extrêmement bien préparé dans les ouvertures. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de la création du logiciel Chessbase, employé par pas mal de joueurs. Son surnom, c'était l'ogre de Bakou. Ah ouais. Récemment converti à la politique, adhère à des thèses d'histoire fumeuse. D'accord. Comme quoi, on peut être intelligent et... Ah oui, être bon joueur d'échecs ne veut pas dire être un homme cultivé, par exemple. D'accord. Ouais, et j'avais vu dans un documentaire une femme qui était extrêmement forte aux échecs. Ah oui, sa sœur est encore plus forte qu'elle. Une hongroise. Oui, les 3 sœurs Polgar. Judith, Sousa et Zofia. D'accord. La sœur de Kasparov est plus forte que lui? Non, Kasparov n'a pas de sœur. D'accord. D'ailleurs, son ego lui interdirait d'admettre la présence de sa sœur. Ah, d'accord, il est très fier de lui. Oui. Normalement, les champions d'échecs sont modestes. Et il y a Kasparov. D'accord. D'accord. En ce moment, d'ailleurs, je crois qu'il y a un Scandinave qui est extrêmement bon. Oui, alors la Scandinavie n'existe pas comme Oui. pays. Oui, non, mais c'est parce que je sais pas quel pays. Voir le magnifique documentaire de C.J.P. Gray à ce sujet-là, sur la Scandinavie. Le pendant américain de Lindeson. C.J.P. Gray. D'accord. Donc, oui, il est jeune, il est beau, il joue de manière insupportablement stable, et il est norvégien, c'est Magnus Carlsen. Voilà, il y a un Norvégien. Oui. Quel pays est souvent reconnu pour produire des champions d'échecs? Alors, une réponse assez simple, pas la Norvège. Donc avant, c'était l'Union soviétique, parce que c'était une de leurs raisons pour combattre le capitalisme. C'était pouvoir les surpasser dans un jeu réputé bourgeois. Ah, parce que l'échec était un jeu considéré comme un jeu bourgeois. Oui, absolument. Joué par des catégories socio-professionnelles supérieures. Il faut du temps pour jouer. Hein? Oui, il faut du temps pour jouer. Typiquement, on pourrait presque dire que c'est un sport de chômeur ou de professionnel. D'accord. Et donc l'Union soviétique était excellée dans aux échecs. Oui, avec ces écoles d'échecs un peu partout, c'est moyen de détecter des talents. La férule, par exemple, de l'ancien champion d'échecs Mikhail Botvinnik. D'accord. Mais ça, c'était avant. Oui, c'était mieux avant. Maintenant, ils sont tous foutus le camp en Israël et aux USA, à peu près. D'accord. Ensuite, la balance du pouvoir a un peu changé, l'équipe du pouvoir a un peu changé. On a des champions du monde ou des très forts joueurs bulgares, Topalov. Bulgares, Chinois. Aux chinoises, dans le cas Hu Yifan, qui est la championne du monde féminin, je crois. Parce qu'on sépare les hommes et les femmes? Hélas, oui. Et pour quelle raison? Je laisse à la fidèle le soin de répondre à ça, parce que pour moi, il n'y a aucune justification valable.
D'accord, ça m'étonne aussi. Oui, oui. D'ailleurs, Zofia Polgar faisait partie des 10 meilleures joueuses du monde. Ouais, il me semblait. Du monde masculin. Elle a une norme de grand maître international masculin. C'est vrai, j'ai vu qu'elle avait qu'elle avait battu des grands maîtres. Donc elle avait battu, je me semble, le champion des États-Unis. Pas seulement, hein, elle a battu Karpov aussi. Hein. C'est celui que tu citais. Non, Karpov c'est l'ancien, c'est juste avant Kasparov. Les deux d'ailleurs se sont livrés des batailles homériques durant plus de 24 parties. Par exemple à Lyon en 1992 ou en 1990. 90 pour les amis podcast, pour les poditeurs français. Ouais, Karpov-Kasparov, c'était deux grands champions. L'un de nous Troy dans cette ville étranger. C'était un peu ça. Et puis avant, il y avait évidemment le phénomène Fischer, Bobby Fischer. Bobby Fischer, tu veux dire? Oui, Bobby Fischer, oui. Aussi brillant qu'antisémite vers la fin de sa vie. Mais qui était lui-même juif. Ça, On sait pas? je sais pas. Mais en tout cas, sa haine était très très forte. Des récents écrits exhumés le prouvent. D'accord. Hein, ça vaut presque bagatelle pour un massacre, sa diatribe. Céline. Oui. D'accord. Et concernant alors j'allais dire les ordinateurs, mais je voudrais dire aussi les automates pour faire référence à une anecdote du 19e siècle. Ah, c'est pas une anecdote, ça a vraiment existé. Hein. D'accord. C'est le Turc, la machine de Van Kempelen, qui était en fait un attrape-nigo. Alors c'est quoi parce qu'à cette époque-là, c'était impossible, vu les connaissances de l'époque, de faire un automate qui pouvait réellement jouer aux échecs. Oui, mais, il y avait des faux panneaux. Il y avait des faux panneaux et puis il y avait un joueur qui était à l'intérieur et qui manipulait les pièces par-dessous. D'accord. Et puis c'était pas toujours le même joueur, mais il y avait des très forts joueurs qui s'étaient prêtés au jeu, notamment Al Gayer, qui était un très fort joueur d'attaque allemand ou autrichien, je ne sais plus. D'accord. Donc en fait, cet automate, ça servait à quoi? C'était C'était un phénomène de foire, c'était une attraction. Ça allait dans la cour d'écran. Napoléon a joué contre l'automate et s'est ramassé d'ailleurs une pâtée mémorable. D'accord. Comme quoi, ça n'a rien à voir avec la stratégie de bataille. Ah oui, le soleil d'Austerlitz, c'était pas pour lui, cette fois-ci. Tout à l'heure, tu as parlé de rang dans les meilleurs mondiaux. Comment ça se calcule? Alors, ça se calcule avec un algorithme assez compliqué qui a été mis en place par le mathématicien et joueur américain, je crois, Arpad Hello. C'est pour ça que quand vous dites Hello, il faut toujours mettre un E majuscule parce que c'est un nom propre. D'accord. Voilà. Donc Hello, ça a remplacé le système Harkness et ça permet de prévoir, de calculer l'augmentation ou la descente dans le classement par rapport à l'expectative de gain de la part de soi ou l'adversaire. Par exemple, si on a un joueur, je sais pas moi, à 1850 et un joueur à 1780, supposons, celui à 1850, on s'attend à ce qu'il gagne un peu plus souvent que le joueur à 1780. Et donc, ça varie entre combien et combien? Alors, maintenant que la FIDE a ouvert son classement à tous, toutes catégories, je crois que ça va de 1500 à peut-être 2850-2900. D'accord. Et quand même, des débutants peuvent être à 1500. Alors, ça dépend des fédérations. Le classement national américain est un peu plus en hausse que le classement international, qui est lui-même un peu plus haut que le classement allemand. D'accord. Donc, si tu joues un Allemand qui a un classement national de 1500 et toi, tu as 1600, tu te dis, je vais y mettre la pâtée. Alors qu'en fait... en fait, non, parce qu'eux, ils commencent à 800 points Elo, alors que n'importe qui en Suisse commence à 1200 points Elo. Enfin 1200 classement national.
Hein. D'accord. Et l'eau, c'est encore autre chose. Hein. Est-ce que les... après, on parlera des ordinateurs, mais est-ce que les ordinateurs sont classés selon des points Elo? Oui. Je crois que c'est pas Elo, là, c'est un classement RUEL, R-U-E-L, mais je ne suis pas sûr. Et puis, ça dépend évidemment beaucoup du matériel. Donc, il faudrait qu'il puisse tourner avec le même matériel pour que le classement soit crédible. D'accord. À partir de... Alors, je crois que... Tu vas me dire si c'est vrai, que c'est à partir du match Deep Blue contre Kasparov qu'aucun humain n'a battu un ordinateur. N'a plus jamais battu un ordinateur. Je ne sais pas, mais en tout cas, le choix d'ouverture de Kasparov sur la dernière partie contre Deep Blue a été longuement commenté, discuté. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas de jouer quelque chose qu'il savait inférieur en espérant que la machine ne le joue pas. Et puis, si la machine le battait, avoir une excuse de sac en disant ouais, mais de toute façon ils ont tout préparé, la machine ne peut jamais trouver un coup pareil, c'est un complot, c'est une conspiration. Ou alors qu'il avait un petit pot de vin de la part d'IBM. Hein? Ou alors qu'il avait un petit pot de vin de la part d'IBM pour promouvoir son... Non. Kasparov, après ce match, était ulcéré. Ah d'accord. Donc, même s'il palpe de l'argent de la part d'IBM, je vois pas... Comment s'est déroulé ce match je sais plus au juste. Non mais je veux dire, en gros, ça a été... le Deep Blue n'a fait que gagner, ou il a eu une... Non, il y a eu très nettement équilibre, hein, mais Deep Blue a gagné une partie décisive. D'accord. Et maintenant, est-ce qu'il est possible pour un très bon joueur de battre un bon ordinateur ou un super ordinateur? Ou il y a c'est no chance? Tu peux le battre à une condition, le bug. D'accord. C'est tout. D'accord. D'accord. Deep Blue, c'est l'ordinateur. Non, maintenant, n'importe quel log qui tourne sur Mac, PC ou Linux te fout une branlée de première zone. Hein. Ouais, je comprends pourquoi je perds tout le temps. Ouais, parce que Deep Blue, c'était en 97. Et c'était un énorme truc. Et puis aussi, avant, il y avait Cray Blitz. Alors, tu vois, Cray, le siège chauffant le plus cher du monde, un micro, enfin pas un micro-ordinateur, justement, un ordinateur, c'est vraiment une workstation. Oui, je vois. D'ailleurs, tu vois toujours l'ancien Cray à l'EPFL. Oui, je l'ai vu, ouais. C'est une espèce d'énorme, comme un siège en rond. Avec une sorte de trou au milieu pour permettre au réparateur de pouvoir accéder à la machine. Ouais, c'est un truc énorme. Un truc énorme, et puis les gars se sont marrés à faire un programme dessus. D'accord. Qui était bon. Vu la puissance de calcul de l'époque, oui. Comment un ordinateur joue aux échecs? Comment il arrive à... Alors, je ne sais plus actuellement. Avant, il y avait des algorithmes Maximini et Minimax. C'est-à-dire d'abord, tu maximises tes chances, tu minimises les chances de l'adversaire. Enfin voilà, il pouvait choisir des variantes comme ça. Maintenant, c'est autre chose. Moi, j'avais entendu qu'il jouait plein de parties aléatoires jusqu'à avoir des statistiques de victoire sur certains coups. Alors, je ne sais. Alors ça, c'est peut-être l'algorithme de Monte Carlo. Sur certaines positions, mais il y a aussi une valeur de pondération sur certaines cases. Une pièce sur une case vaudra plus cher qu'une pièce sur une autre case, n'importe quel humain le sait, et maintenant l'ordinateur aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Oui, par exemple, il y a certains logiciels qui disent oui, alors, si je peux jouer 2 coups de suite, quelle est la plus grosse augmentation de... Quels sont les 2 coups optimaux pour que j'ai un gros avantage? Et puis, il va essayer de jouer le premier. D'accord. À d'autres, un peu de poser des questions, parce que tu monopolises le crachoir un petit peu. Pardon. Il y a un match silencieux qui se déroule entre Kira et Seros. Une question toute bête au tout début, tu as dit que les cases étaient inutilement colorées. Oui, mais c'est bien pratique. Voilà. C'est pratique et noir et blanc parce que le jeu... Alors c'est rarement noir, rarement blanc, et les pièces sont rarement blanches et rarement noires aussi. Le contraste est trop violent. Ce sera plutôt jaune contre brun. D'accord. Et les cases sont peut-être brun et ocre ou quelque chose dans le genre. Moi j'ai une question. Pourquoi les blancs en premier? Ah oui.
C'était pas tout à fait comme ça. D'abord, les pièces étaient roses et vertes. Hein. Ah, les pièces originales? Oui, ou rouge et verte. Ouais. Qui c'est qui joue en premier? Blanc, mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque où c'était blanc et vert. Non, à l'époque c'était rouge et vert. Je crois que c'était rouge, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, chez les Indiens, effectivement, c'était ça. Mais pourquoi c'est toujours une seule couleur qui commence et c'est pas au... Ça n'a pas toujours été comme ça. D'abord, on dit, ok, on dispose des pièces, et puis maintenant, et puis après, on tirait la pièce. Enfin, on tirait la pièce pour savoir qu'il y avait des blancs, et on tirait la pièce pour savoir qui commençait. D'accord. Mais après, ça a été uniformisé comme les blancs, parce qu'il fallait quand même un minimum de règles communes. Les échecs dans les films, séries ou autres? Alors, il y a un film qui va bientôt apparaître, un film français avec Lou Delage. Lou Delage? Oui, par exemple. C'est une fille? Oui. C'est Lou de Wallon, tu veux dire? Non, Lou Delage. Je crois que ça s'appelle Le Tournoi. Mais dans la plupart des films, quand vous voyez un échiquier, et c'est ça qui est assez marrant, il y a plus de 50% que l'échiquier soit placé faux. C'est-à-dire? La case blanche ne sera jamais en bas à droite, dans plus de 50% des cas. Mais pourquoi? Puisque les jeux d'échecs sont tous les mêmes. Oui, mais le réalisateur dit non, faut le placer comme ça, etc. Il y a toujours une erreur pour le placement des pièces. C'est très rare que les parties soient correctes. Une partie qui est presque correcte, c'est dans la scène initiale de Bon baiser de Russie, un James Bond. Ils ont pris une partie Spassky Bronstein. Donc c'était Macadam contre Kronstein dans le film, et ils se disaient, bon sang, il y a peut-être des droits d'auteur sur les parties d'échecs, et ils ont retiré quelques pions, ce qui fait que la combinaison en fait de Macadam qui gagne contre Kronstein est fausse, alors que celle de Spassky contre Bronstein est juste. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a des copyrights sur Non. Non. D'accord. Heureusement. Là qu'on est dans les domaines des films, est-ce que ça te tenterait de jouer les échecs façon Harry Potter? Bullshitus Maximus. Mais oui, il y a toutes les années à Marostica, dans l'ex-Yougoslavie, une partie d'échecs avec pièces vivantes. Et puis, en fait, c'est la reproduction de parties célèbres, mais très spectaculaires. D'accord. Donc, tu vois, un mec habillé en roi, une nana habillée en dame, etc. Et puis, toutes ces petites pièces font un ballet préprogrammé. C'est beau, hein. Oui. Et c'est où que ça se passe? Marostica. D'accord. Je sais pas si la tradition a perduré. Les questions bêtes, tu pourras la supprimer si ça ne va pas. Non, c'est pas des questions qui sont bêtes, c'est les réponses. Non, est-ce qu'il y a un manga échec? Parce que les Japonais, on sait qu'ils adorent. Ils adorent exagérer certaines choses. Certains faits banals, vraiment des trucs comme le petit chef. Alors, ça serait pas mal. Bon, il y a Hikaru no Go sur le Go, qui est un très bon manga sur le Go. D'ailleurs, tu vois un moment, un jour de shogi défier Hikaru. D'accord. Et puis Yumi Hota avait fait un sacré boulot de documentation, mais ça s'est terminé en queue de poisson. Genre peut-être que son contrat à Shonen Jump n'a pas été reconduit et qu'elle a dû boucler. Hein, comme souvent. Dur la vie d'un mangaka. Alors, on l'attend toujours, le manga exact, précis sur les échecs, on l'attend toujours. Je crois qu'il y a Walter Travis, par contre, qui avait fait un roman sur les échecs, comme il en a fait un sur le billard. L'arnaqueur, je crois, c'est de Walter Travis. Et puis il y a aussi Queen, je sais plus quoi, Queen's Gambit, qui est de lui. Mais on attend toujours un bon manga, un bon dessin animé, etc. sur les échecs. Par contre, manga, échecs. Oui, il y a en tout cas une occurrence où c'est arrivé, c'est-à-dire dans un épisode de Full Metal Alchemist, une partie que Mustang gagne contre le général.
J'ai une question, parce que lequel Fullmetal Alchemist, la série qui à la fin dévie vraiment du manga ou Non, vraiment non, mais je parle pas de l'animé, je parle du manga papier. Ah, il manque un peu, non, voilà. Ah, ouais. Oui, et Mustang Full a pâté au général, et ça me disait vaguement quelque chose, et puis j'ai cherché la partie sur ma base de données, et en fait c'est une partie qui existe, qui a été jouée dans les années 20, Capablanca contre Jaff, et très très jolie combinaison. Culture pop, c'est dur. Je sais qu'il y avait Night Moves avec Christophe Lambert. Christophe Lambert. Je sais, il y a aussi Le Septième Saut, un film de Ingmar Bergman où la mort joue aux échecs. Voilà, j'ai une référence qui m'est revenue. C'est pas des échecs même, c'est des grades. C'est Mare Even. Hein? Le manga Mare Even. Ok. Avec le petit Ginta, qui est une sorte de boule comme arme avec un long nez. Je suis qu'un misérable vermisseau, je ne connais pas ce manga, excusez-moi, désolé. En fait, voilà, ce que je me rappelle, c'est... En fait, les ennemis, le grade des ennemis sont des noms de pièces d'échecs. Ah, ok. Voilà. Bon, les pions, c'est les plus mauvais, les tours sont les plus forts, après c'est fou, Ça me dit quelque chose. cavalier, et après il y a la reine et le roi. Ok. Voilà, donc on mettra une image. Ouais. Et puis j'essaierai de commenter ça après dans les scènes coupées. Tu veux chercher quoi? Mais Riven, c'est la Ça, si tu vois l'image, ça voit quelque chose. Ah, c'est un joli manga. C'est pas les échecs eux-mêmes, c'est juste les grades au nom de pièces. Ouais, tout oui, à fait. je disais, est-ce que tu connais les échecs en 3D de Star Trek, de la première série, qui a d'ailleurs été repris dans The Big Bang Theory? Est-ce que c'est une partie viable ou est-ce que... Alors les joueurs ne vont pas forcément être d'accord. Mais comme disait, je crois, C-3PO à quelqu'un d'autre dans Star Wars, an advice, let the Wookiee win. Quand il joue aux échecs holographiques. Ah oui, d'accord. Ouais. Let the Wookiee win. D'accord. Hein, l'argument de Chewbacca a encore frappé. Non, parce que j'avais vu dans Star Trek, tu avais des échecs, mais sur 3 paliers différents. Il y a aussi les échecs d'Alice, c'est-à-dire que quand tu joues une pièce, elle doit être transférée sur l'autre échiquier. Il y a 2 échiquiers. Un coup, pour qu'il soit valable, doit être valable sur les 2 échiquiers. D'accord. Mais il y a tout un aspect qu'on appelle les échecs féeriques, avec soit des pièces, soit des échiquiers, etc., qui ne sont pas des échiquiers normaux. Il y a eu des problèmes ou des études faites par ça, même des parties. Par exemple, pour rester dans le domaine franco-français, on a les échecs marseillais. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Chacun joue 2 coups. D'accord. Et tu t'arrêtes au premier échec, hein, c'est-à-dire, si tu fais échec, tu n'as pas le droit de faire le deuxième coup. D'accord. Et tu dois parer l'échec au premier coup. D'accord. Inutile de te dire que les pions, ça devient très dangereux. Moi j'ai une question, est-ce que le plateau peut changer de format? Il y a des variantes du genre... Oui, échecs féeriques, t'as les échecs cylindriques, t'as les échecs sphériques, où il n'y a pas de bord. Ah oui, d'accord. Mais comment tu... Ah oui, c'est joué avec des pions magnétiques? Non, c'est joué avec l'échiquier de base, mais simplement tu considères que la colonne A est reliée à la colonne H, ou la colonne 1 à la colonne 8, et tu dois spécifier sur quelle colonne les pions font promotion, parce qu'évidemment, ils s'arrêtent pas. Par exemple, dans les échecs sphériques. Bah oui, intéressant. Hein, ou bien tu peux faire l'hyper grand rock, c'est-à-dire avec le roi E1 et la tour en H1, supposons pour les auditeurs, le roi va de E1 en C1 et la tour de H1 va en D1. Oui, donc à l'envers en fait. Ouais, tu rock, tu fais le grand rock mais avec la tour en H1. D'accord, oui, je vois. Donc oui, il y a tout ce genre de spécificité, ou bien le cavalier qui peut jouer 2 coups de suite mais seulement en ligne droite, ça s'appelle le cavalier de la nuit. Knight Rider.
la sauterelle, enfin il y a des tas de pièces, la locuste, la sauterelle, l'Amazone, le tank, l'ambulance, enfin il y a des tas de pièces ont été créées, il y a des pièces chinoises, il y a des pièces japonaises, il y a des... Enfin, c'est varié, hein, je ne sais pas quel magazine je peux faire allusion pour que vous rapportez à toutes ces pièces. Il y avait un jeu, je ne sais pas s'il a été réédité depuis, vu que ça a été fait par Ludo Délire, qui s'est craché, je crois. Hugo Délire. Ludo Délire. Pas Hugo Délire avec Karine Chéry. Non, Ludo Délire. Donc ça s'appelait Tempête sur l'échiquier. Et en fait, tu jouais aux échecs avec des cartes. Et les cartes modifiaient les déplacements de pièces ou les effets. C'est une espèce de jeu de plateau, en fait. Non, c'est une extension de jeu d'échecs. T'as les échecs et puis t'as les cartes. D'accord. C'est des échecs 2.0 à peu près. Ouais, c'est un peu ça. Je crois d'ailleurs, peut-être que c'est toi, même je crois que c'est toi qui me l'as dit, que la littérature d'échecs est assez prolifique. Oui. Oui. Et puis, par exemple, rien que pour vous donner une idée, il y a une espèce de fou qui s'appelle Mark Rother, qui depuis 15 ans, 20 ans, regroupe toutes les parties d'échecs jouées la semaine. Ça s'appelle The Week in Chess. Toutes les parties d'échecs jouées en compétition haut niveau, il y en a en tout cas 350 à 500 par semaine. Bah dis donc. 20 ans, tu fais le calcul. Ça fait 52 semaines. Oui. 20 fois 52, à peu près 104. Non, 1040 ? Oui, plutôt 1040. Et tu multiplies ça par 350 ? Oui, non, je vois, c'est beaucoup. Oui. D'ailleurs, en parlant de documentation, est-ce qu'il y a des magazines ou des journaux qui sont spécialisés dans les échecs? Alors, hélas, en France, il y en a un seul, je crois. Hélas, parce que la qualité a bien baissé. Mais ça reste malgré tout, vu que c'est le seul, la référence Europe Échec. Europe Échec ? Oui, mais oui. Revue mondiale d'expression française, à ce qu'ils disent. Sinon, il y a évidemment la revue suisse d'échecs. Sinon, évidemment, les Anglais sont beaucoup mieux lotis parce que là, il y a concurrence et puis ils doivent être obligés d'être bons. New in Chess, par exemple, est un très très bon magazine anglais que je suppose. Shachmatny russe, évidemment. Mais ouais, sinon il y a des chroniques échiquiennes dans les journaux, mais qui ont tendance à disparaître. D'accord. Si quelqu'un veut se mettre aux échecs, tu lui conseillerais de faire quoi? C'est-à-dire d'aller dans des conventions, de jouer contre un ordinateur Surtout pas. Pas contre l'ordinateur, oui. D'accord, mais tu lui conseillerais de faire quoi si quelqu'un voulait se mettre aux échecs en étant débutant? Alors, si il est vraiment tout seul, il y a un logiciel que je peux lui conseiller qui s'appelle... voilà. Non, un logiciel qui s'appelle Chessmaster. Parce qu'il a les niveaux gradués de difficulté et même des personnalités différentes. Des cours d'échecs assez complets dedans, c'est assez interactif. Par contre, se mettre dans un club, mettre son ego de côté parce qu'il va se ramasser des sacrés branlés. Oui. Et puis savoir se remettre en question, essayer d'avoir des clubs avec des formateurs, parce que tout seul on peut réviser certains points mais pas tous. Il faut avoir en tout cas aussi un partenaire qui est au moins aussi fort que soi pour émuler et pour ne pas être dégoûté. Sinon, beaucoup lire, beaucoup travailler, etc. Et puis savoir quand s'arrêter. C'est-à-dire savoir jusqu'où tu veux aller dans les échecs. Est-ce que tu veux être un pouce-bois, un jour de club, un bon jour de club, un jour presque professionnel, un jour professionnel, un champion, quelqu'un du top 10, être un champion du monde? Où est-ce que tu mets tes ambitions? D'accord. Parce que comme disait Chateaubriand, les ambitions dont on n'a pas les moyens sont un crime.
Et toi, quelles sont tes ambitions en club? Avoir les 2000, peut-être 2100, mais dans les espoirs les plus fous. Hein. Les points Hello. Oui, et puis pouvoir former d'autres personnes. D'accord, tu es très axé sur la formation. Oui, on progresse qu'avec ça. Hein. En même temps, en apprenant et en même temps en enseignant quelque chose, là tu apprends aussi des choses. Monsieur sinon j'ai meublé, c'est-à-dire que en fait les échecs sur internet se sont bien modernisés depuis l'apparition d'une norme pour la transmission de parties qui s'appelle la norme PGN. Je crois que ça a été fait par Steven Edwards ou quelque chose en genre. PGN veut dire Portable Game Notation. Et en même temps les machines peuvent communiquer entre elles via ce protocole, et en même temps tu peux le lire avec les yeux d'humain. Le fichier, il n'est pas codé, etc. C'est simplement les déplacements de pièces faits à la notation algébrique. Oui, je suis antipédagogue, j'aurais dû commencer par ça. La notion algébrique est une sorte de bataille navale. Oui. Donc tu as A1, B1, enfin A, B, C, D, E, F, G, H c'est dans les ordonnées, en horizontal, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toujours point de vue des blancs. En vertical. Ouais, l'axe des Y, oui. C'est l'axe des X. Oui. Alors, cette notation permet d'être indépendante du point de vue des blancs et des noirs. C'est-à-dire, par exemple, quand tu fais E2, E4, c'est toujours le pion du roi blanc qui se déplace de 2 cases. Maintenant, c'est la notation algébrique abrégée qui est à l'honneur. Par exemple, on dit simplement E4, et on sait que c'est un pion. Si c'est une autre pièce, par exemple, cavalier, on va mettre C, E4 en français, N, E4, Knight, parce que K c'est réservé pour King, Ouais. Knight, E4, Bishop, B, E4. Si on prend, il y aura un X entre la pièce et la case arrivée. S'il y a ambiguïté, on va déjà aller sur d'abord la colonne, par exemple. Supposons, il y a 2 cavaliers, un en B1, un en D1. Il y en a un des deux, celui en B1, qui va en C3. Notation longue, cavalier B1, C3, pas d'ambiguïté. Notation courte, si on fait cavalier C3, C3, on ne sait pas. C'est lequel des deux? C'est résolu parce que, en fait, c'est d'abord la colonne qui fait foi. Donc, on va écrire cavalier B, C3. Mais comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Si par contre, les 2 pièces sont sur la même colonne, ça va être le numéro de la rangée qui va intervenir. Supposons qu'on a toujours ces 2 infâmes bestiaux en B1 et en B3, et qu'il y en a un des deux qui veut se déplacer en D2, justement. Le cavalier BD2, ça va résoudre rien du tout comme problème. On va noter alors cavalier 1 D2 ou cavalier 3 D2, suivant les cas. D'accord. C'est-à-dire que si on a un cavalier qui arrive de l'autre côté de l'échiquier et qui va faire machine arrière, comment on ne va pas le confondre avec le cavalier adverse? Parce que, en fait, si un coup sur 2, c'est les blancs, un coup sur 2, c'est les noirs. Oui, donc, ouais. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, pas de mind game. D'accord. Donc, voilà, le roc s'écrira 0, 0, petit roc, grand roc, 0, 0, 0, avec peut-être des traits d'union, ça dépend des conventions, mais donc, c'est standardisé, les notations, et donc, chaque fois que tu tombes sur une partie en format PGN, tu peux la prendre, et tu n'as pas besoin d'ordinateur, tu l'imprimes et tu joues les coups à la main. D'accord. C'est pas un problème. Et la plupart des programmes d'ordinateur reconnaissent cette norme. Et d'ailleurs, c'est plus facile pour expliquer les coups que tu as fait à quelqu'un en expliquant de cette manière. Regarde une des vidéos de Kasparov Agnon. I play 92, 93, then I play Queen H5. Ouais, voilà. Donc voilà. Avant, on utilisait la notation descriptive qui était vraiment une insanité. C'est-à-dire, on disait pas E4, on disait pion du roi 2 cases. Ouais, je vois. Ou P4R, pion 4 roi. Ouais, Le problème, c'est que pour E7, E5, on disait aussi P4R, le pion 2 cases, un pion du roi 2 cases.
Donc là, les ambiguïtés, c'était à la pelle. Ouais, je vois. Et absolument pas informatisable. Premier champion du monde, Steinitz, William Steinitz, mais avant il y avait d'autres champions. Quand est-ce qu'a commencé les premiers championnats du monde d'échecs? Je crois à peu près en 1880, si je dis pas d'énormes bédoumeries. Avant il y avait des champions du monde non officiels, dont Morphy, dont Philidor, qui est aussi un compositeur de musique, on lui doit Tom Jones, un opéra, un français. Philidor. François-André Danican Philidor. Et je crois qu'il y a encore d'autres noms. C'est comme Honoré Auguste Deschapelles, contre qui il a joué. Il y a aussi Shtama, qui était d'origine arabe, Stanton, t'avais des gars comme ça. Je sentais que tu avais une question, Kira. Je sentais vraiment que tu avais une question. Donc le champion du monde actuel, c'est Carlsen. Et il y a eu d'autres champions du monde. Parmi les plus emblématiques, citons Capablanca, Alekhine, Tal, Botvinnik probablement, vu que c'est le père des échecs soviétiques. Svislov un peu moins connu, Euwe un peu moins connu, donc Euwe néerlandais quand même, une exception. Fischer américain, une autre exception, qui a dû se battre contre pratiquement l'armée rouge pour accéder au titre, c'est un peu ça, vu le nombre de soviétiques très forts qui avaient en circulation à la fin, au début des années 70. D'accord. Fischer contre le monde, hein, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut commencer les échecs à n'importe quel âge, ou plus on est vieux, moins on sera fort? Ou le contraire? Plus on est vieux, moins on sera fort. Par contre, on peut toujours s'améliorer. Je donne des cours à des gens de 60-70 ans qui s'améliorent. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est une manière de combattre l'Alzheimer, mais en tout cas, pourquoi ne pas essayer? Il y a eu un grand débat sur ça. Oui, il y a eu des tricheurs. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel Parce qu'on a des exemples très connus. Connu de de tricheurs. Connu, non. Récent, oui. Il y a un certain... Il y a quelqu'un qui s'est fait pincer, un joueur ouzbek ou je ne sais pas quoi, à un très fort tournoi à Dubaï, enfin en tout cas dans les Émirats. On l'a vu, on a vu que en fait dans le cabinet des toilettes il avait planqué un smartphone sous du papier toilette. Et le smartphone déverrouillé avait la position exacte de la partie au moment où il s'était fait pincer. Oui, d'accord. Donc, comme dirait l'ami Fritz... Donc le smartphone, il était connecté à un ordinateur? Peut-être, ou peut-être qu'il y avait un programme qui tournait sur smartphone. Vous savez que Octorius en a fait la preuve. Les programmes sur smartphone, même s'ils ne sont pas connectés au reste du monde, peuvent foutre la pilée à n'importe quel humain lambda. Oui, j'ai joué contre mon smartphone. Et mon smartphone a gagné. J'ai fait jouer mon smartphone contre le smartphone d'Octorius. Le smartphone d'Octorius s'est fait ployer. Oui, il s'est fait poutrer par le programme de Duracell. Et je me rappelle quand il y avait la serveuse qui était arrivée, vous faites quoi? Un combat de téléphone aux échecs. donc, dans Star Wars, c'était les sabres laser, nous, c'était smartphone. Oui, je me rappelle. Donc oui, n'importe quel logiciel décent de smartphone peut poutrer un humain. Oui. Et même un bon. Other questions? Oui, évidemment, des blogs sur Internet, il y en a beaucoup, sur les échecs. Et des chaînes YouTube sur les échecs aussi. Je vous recommande YouTube ou Dailymotion. Par exemple, je vous recommande pour les francophones et anglophobes la chaîne de Tarsvelder sur Dailymotion, où il explique des parties célèbres. Je crois qu'il a 2100, 2200, 2300 Elo, mais c'est pas mal. Et puis en anglais, par contre, les cours du Saint Louis Chess Club,
Saint-Louis, espace chess, espace club. Vous trouvez ça sur YouTube, où il y a pour tous les niveaux, avec des gens qui ont parfois 2500, 2600 îlots, qui vous expliquent patiemment des parties, ou qui voient des parties des élèves du Saint-Louis Chess Club et qui les critiquent, qui les commentent positivement, négativement. C'est assez un régal. Et puis aussi une espèce de fou furieux qui s'appelle King's Crusher. En un mot, King's Crusher. Et il commente, je crois qu'il a plus de 6000 vidéos. Et je crois que chaque semaine, il pond en tout cas 8 ou 9 vidéos. En tout cas. Ah oui, mais il fait que ça. Hein. Son vrai nom, Trifon Gavriel, mais très fort, enfin assez fort joueur britannique, et avec le sens de l'humour qui va avec, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. D'accord. Alors, ceci conclut peut-être le tour d'horizon, la FAQ. Et puis, j'irai sur des explications plus détaillées sur un autre podcast. Oui, tu pourras aussi contribuer à la rédaction de l'article sous le podcast. Oui, et puis peut-être, si Octorius est d'accord, de vous infliger le problème de la semaine. C'est-à-dire Bonjour, comment gagner avec les blancs, comment faire nul avec les blancs, comment gagner avec les noirs, histoire d'animer un petit peu ce blog qui n'en est qu'à sa naissance. Le bébé se présente parfois fort bien, mais... À voir. Alors, à tout bientôt, chers auditeurs, et merci de m'avoir accordé autant d'attention. Merci. Fini, voilà. Échec et mat. Échec et mat. Ce n'est qu'un début, la lutte continue.